Je vais passer la parole à Mylène Botbolbaum qui va nous faire la présentation du groupe de réflexion Recherche en santé au Sud et nous aurons ensuite une discutante. Merci de me donner la parole pour notre groupe et aussi pour l'IRD qui collabore à cette réflexion avec nous. Et vous voyez qu'en changeant de sujet, on n'est pas toujours dans le même maintenant, si je puis dire, quand on est dans la recherche, parce que quand nous parlons de la recherche au Sud, on est dans un contexte radicalement différent où l'accès aux soins minimaux est en général quasi inexistant. Et donc, souvent la question éthique est d'abord de se demander, est-il légitime de faire de la recherche dans ces contextes? Ou en tout cas, comment associer recherche et soins? Puisque pour la plupart des participants au protocole de recherche, la motivation est d'avoir accès à un médecin. Et il y a une confusion générale entre participation à la recherche et participation aux soins. Donc, notre comité s'est posé la question, comment donc penser ensemble avec les acteurs du Sud, aussi bien les chercheurs que les patients, les conditions de capacitation au consentement à la recherche. Et quand on dit les Suds avec pluriel, quand on dit recherche avec les Suds au pluriel, c'est encore beaucoup trop général comme catégorisation. Alors, qu'est-ce que nous apporte l'approche par capacité dans cette réflexion sur la légitimité de la recherche avec ou dans les pays du Sud? Eh bien, l'approche par capacité nous permet de repenser une vue plus pragmatique du consentement parce qu'elle suppose une réflexion commune du rôle de la recherche et des sciences dans le contexte du développement. Alors, les épidémies récentes, que ce soit Ebola ou Zika, nous mettent devant l'enjeu de repenser les règles de capacitation des acteurs du Sud, aussi bien les chercheurs que les patients, comme je l'ai dit, et donc de l'évolution et des limites du cadre réglementaire de la déclaration d'Helsinki, même la dernière, celle de 2013, qui nous force à repenser les doubles standards de soins et donc les doubles standards de la recherche. Les enjeux du développement humain, qui seraient fondés sur les capacités ou les capacités des personnes, se proposent d'être une alternative à l'utilitarisme, dans le sens où elle est pragmatique et procède du vécu relationnel des sujets agents. Alors quand je dis sujet agent, c'est parce que l'approche par capacité considère que tout participant à la recherche est à la fois un sujet et un agent de la recherche. Et donc, nous invite à une approche collaborative vers un projet à élaborer en commun. Cela vise d'abord l'identification d'un espace permettant d'élaborer des jugements non pas principiels, mais relationnels. Alors, je vais utiliser un exemple tout de suite, et c'est lié bien sûr à cette internationalisation de la recherche. Que ce soit pour le sida, Ebola ou Zika, les recherches en sciences sociales, les anthropologues notamment, se demandent bien quand le wake-up call pour lutter non pas à partir de principes, mais véritablement dans une démarche descriptive et bottom-up, contre, dans le contexte de la recherche, la pauvreté, la non-négociation des repères, le conflit des valeurs, et surtout, comme on a pu le constater lors de ces dernières épidémies, les échecs d'opportunité en termes de consentement à la recherche et le voile d'ignorance qu'on a mis derrière ça. Ça veut dire quoi? Les échecs d'opportunité, c'est justement quand on n'a pas pris au sérieux la nécessité de créer un lien de confiance avec les chercheurs et les patients, et qu'on a vu que des rumeurs pouvaient se propager par absence de communication adéquate. Le voile d'ignorance, c'est précisément cette approche de la justice qui dit, eh bien, puisque nous sommes tous des humains dans une démarche universelle, eh bien, le Sud s'adaptera. Donc,
une autre question au sein du comité, ça a été de se demander comment prendre au sérieux la contextualisation du consentement. Quel dialogue établir entre le modèle biomédical, qui a ses règles de logique interne, notamment celui de la randomisation. Est-ce que la randomisation avait du sens dans le contexte que je viens d'évoquer? Eh bien, précisément, je cite un article qui date de 2003, donc après la première épidémie, qui nous disait l'importance de prendre au sérieux le contexte culturel pour élaborer la recherche en Afrique de l'Ouest sur ces questions. Et l'auteur revient dans une autre revue récemment, Emerging Infectious Disease, sur le fait que, eh bien, on a accepté le fait que la contextualisation du consentement, la prise en cause des capacités des personnes était extrêmement importante, mais ça n'a pas été traduit par des démarches concrètes et on s'est retrouvé devant les mêmes problèmes en 2014. Donc, comment, à partir de ces situations, vraiment capaciter les patients à être agents en prenant au sérieux d'abord les sciences sociales et ce qu'elles nous décrivent du terrain, et les données anthropologiques pour élaborer des régulations qui nous permettent de repenser le fameux consentement, alors que moi je nomme contextualiser plutôt que éclairer, parce que si vous n'éclairez pas dans la même langue, eh bien, la contextualisation, le consentement n'a absolument aucun sens. Je pourrais donner des exemples dans les questions. Et l'éducation des participants à la recherche, l'adaptation des textes, des protocoles, et au-delà de la méthodologie des modèles biomédicaux, la compréhension, la nécessité d'intégrer les savoirs locaux. Par exemple, je fais allusion dans l'article à un concept ougandais de Jok, qui veut dire simplement « bon esprit », et qui, dans la recherche, s'oppose dans la même langue au terme Gémeaux, qui veut dire « mauvais esprit », et le Jok est le bon esprit de l'eau. Et on imagine bien que l'eau, étant une ressource tellement rare en Afrique de l'Ouest, il soit associé à une valeur positive. Mais les chefs de village ou les participants à la recherche pouvaient tout à fait comprendre que le bon esprit pouvait, dans certaines circonstances de maladie, se transformer en Gémeaux, en mauvais esprit. Et donc, on pouvait leur demander d'établir des règles de prévention autour de l'eau. Et pour ça, il fallait comprendre les concepts locaux, les représentations de la maladie, son fonctionnement, et repenser un protocole de consentement négocié avec les médecins locaux qui, eux seuls, connaissent ce concept. Donc, l'enjeu, c'est toujours l'évitement d'une perte de confiance. Parce que si vous parlez une langue asymétrique, une langue non comprise avec les autres, et que vous pouvez donc être associé à ce Gémeaux, ce mauvais esprit, être suspecté alors de propager la maladie en bouc émissaire, comme ça s'est produit autour de la représentation du sang, parce que les rumeurs étaient de dire que les chercheurs étaient venus avec du sang contaminé pour contaminer la population plutôt que de la soigner, puisqu'on leur disait que, comme c'était des recherches randomisées, il n'y avait pas de traitement. Et on voyait que les gens qui n'avaient pas eu de traitement tombaient malades. Donc, comment ne pas mener à des confusions lorsque on est dans un contexte radicalement différent? Ces questions se sont posées lors des funérailles et des enterrements, comme on a pu le voir dans la presse. Et donc, l'approche par capacité dit il faut prendre au sérieux les dimensions biopolitiques de la pauvreté, de l'ignorance des codes scientifiques. Et pour Amartya Sen, par exemple, prix Nobel d'économie, mais qui a aussi fait un bel ouvrage sur la dimension qualitative de la recherche, ces échecs de capabilisation, elles ne reposent pas sur les individus. Et ça, c'est un problème aussi, que quand certains chercheurs pensent que c'est un manque de capacité, soit des médecins locaux, soit de la population, à comprendre les concepts, alors qu'ils ont leurs propres concepts que nous ne comprenons pas.
Et donc, c'est ni leur niveau de vie, ni la pauvreté qui sont liés à des formes d'exclusion, mais c'est le fait que, n'ayant pas une langue partagée, bien, on les exclut de champs d'opportunité, c'est-à-dire de participer à l'élaboration d'un protocole, par exemple, ce qui va avoir un effet sur le fonctionnement collectif de l'accès aux soins. Alors, pourquoi parler de capacité et non d'autonomie? Parce que la capacitation, elle conduit à la participation des chercheurs locaux en faisant des partenaires et non des, entre guillemets, bénéficiaires dans un modèle de potelage, si je puis dire, où le don va vous rendre dépendant de celui qui donne. Ça nous invite à prendre au sérieux la tension entre le choix individuel des patients et des chercheurs dans la participation à la recherche, et à contextualiser une fois de plus la représentation des sciences dans la culture ou les religions traditionnelles, parce que nous avons une très haute idée de la science en Occident. Ce n'est pas nécessairement le cas dans les pays du Sud, où les référents ont une cohérence plus pragmatique, mais certainement pas nécessairement opposée à une représentation scientifique. Donc la dimension de l'éthique narrative face à des épisodes comme Ebola, c'est-à-dire écouter les acquis des savoirs locaux, évite un échec des représentations dans le consentement négocié. Et je dirais plus spécifiquement encore vis-à-vis des femmes, parce que très souvent dans les sociétés traditionnelles, elles ont la responsabilité du soin, et donc elles sont des agents extrêmement importantes dans la transmission ou la traduction de l'intérêt de participer à un protocole de recherche. Ça me mène à dire que la vulnérabilité par la maladie, elle n'est pas, contrairement aux préjugés qu'on peut avoir quand on commence un protocole de recherche, à une capacité des sujets de recherche. Et donc elle ne doit pas exclure ni minimiser les capacités locales, ce qui nous amène à la question qu'on a élaborée dans la commission d'un plus juste partage des données des échantillons biologiques. Mais avant de se poser cette question, il faut se demander, mais c'est quoi la représentation du corps ou du sang pour ces personnes? Parce que parler de manière procédurale de partage des échantillons biologiques, si on ne s'est pas posé ces questions de manière anticipative, eh bien ça ne mène à rien, si je puis dire. Donc, l'horizon sur lequel nous réfléchissons en repensant la dimension du consentement négocié, c'est la capacitation par le partage des bénéfices et des risques, mais aussi la question de savoir quel impact ça a sur la qualité de la recherche collaborative en termes de fiabilité des données et du suivi de la recherche. Parce que si la recherche, le protocole de recherche n'est pas construit et pensé ensemble, eh bien, on ne peut pas le comparer avec un protocole de recherche qu'on aurait fait à Washington ou à Bruxelles. Et donc, ça a un effet aussi sur la fiabilité scientifique des données. Alors, parfois, ça pourrait paraître incompatible avec une épistémologie de la rationalité scientifique, où le vrai et le faux sont fondés sur le principe de non-contradiction et non de complémentarité. Mais précisément, ça nous invite aussi à se demander qu'est-ce que faire science? Comment réconcilier ces deux approches sans abuser d'un discours dominant et abstraitement universaliste, en s'appuyant plutôt sur un universel pragmatique et concret qui évite les doubles standards, une question qui a été largement discutée lors de la déclaration d'Helsinki. Alors la justification, elle consiste à se donner des raisons pour agir à partir de ce que chacun est capable de dire et de faire. C'est ça la définition de l'approche par capacité. Ça suggère de négocier au niveau politique avec les États qui questionnent les représentations culturelles sur l'intégrité corporelle ou les rites mortuaires. Et on se rend compte qu'en Guinée, par exemple, où il y avait une préparation au niveau
de l'État et de la santé publique, les choses se sont mieux passées que dans d'autres pays voisins. Et donc la question de l'attention au choix des individus, de leur perception de la maladie, elle permet aussi d'éviter des erreurs à la fois sociales et scientifiques, parce qu'au niveau épistémologique, ça élargit le champ du savoir, hein, ça ne le met pas en danger, ça l'élargit, non seulement à l'observable, mais aussi aux perceptions en conflit des acteurs de terrain. Alors, il y a aussi le fait que trop souvent, la question est posée en termes quantitatifs en santé publique et qu'on considère que l'étude qualitative, c'est un complément, hein, mais un complément secondaire, alors que l'articulation de ces deux dimensions est extrêmement importante, parce qu'il est important pour capabiliser les chercheurs eux-mêmes, au nord comme au sud, de ne pas opposer médecine dite traditionnelle et médecine scientifique, ce qui implique une hiérarchie de tout mode de savoir, et là on confond science et connaissance. Donc, œuvrer à leur traduction pour une compréhension mutuelle. Cela nous amène, pour terminer, à repenser le terme « consentir » dans sa dimension étymologique. Consentir, c'est sentir avec l'autre sa représentation du monde, ses choix, afin d'agir de manière collaborative et inclusive, capacité indispensable à une recherche éthique visant le développement. Je vous remercie au nom de notre groupe. Merci.